Amis lecteurs, amis de passage, bonjour, c'est Eric et me voici aujourd'hui, non pas derrière les pinceaux, mais derrière un micro pour vous parler de mon prochain album qui sort début mars. Le corps est un vêtement que l'on quitte chez Glénat, ce roman graphique sur lequel je travaille depuis 2012, qui a mis 8 ans à aboutir, et dont je vais vous parler de manière un peu plus détaillée ici, grâce aussi aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, à travers les posts que j'ai pu mettre sur Facebook et Instagram, et qui montraient le travail en cours sur l'album, sur les illustrations de l'Inde, pour me mettre dans le bain de la couleur à nouveau. Et j'aurai ici l'espace de répondre à toutes vos questions, bien plus que je pense dans une interview normale où on aborde plutôt des questions générales. Là, j'ai vraiment envie de répondre à vos sollicitations de manière plus profonde et partager tout ce que j'ai pu éprouver, tout ce que j'ai pu ressentir avec cet album qui est évidemment, comme tous ceux que je fais en mon nom propre, capital dans ce que je veux exprimer en bande dessinée. Cet album est le 6e que je fais en mon nom propre. Il y a eu la série Mardi Gras des Cendres, ensuite Métal et Tonnerre rampant chez Soleil, puis je crois aux Heures Impaires chez Futuro et Wotan chez Dupuis. Et voilà, maintenant le corps est un vêtement que l'on quitte, dont l'idée m'est venue fin 2011, alors que j'apprends qu'une personne très proche a des ennuis de santé. Et me sont revenues en pleine figure très vite toutes les questions essentielles de la vie, de la perte de quelqu'un qu'on aime, de la peur de la mort, de la souffrance, enfin bref, la maladie, etc. Et comment réagir face à ça? Ce que j'ai remarqué en tout cas, et ce qui se passe chez moi dans ce cas de figure, c'est que je réagis à 2 niveaux. J'ai d'abord évidemment la souffrance d'ici-bas, la peur d'ici-bas, l'angoisse, mais en même temps se met dans mon cerveau un second processus en route qui est celui de la création, et peut-être une sorte de prise de distance immédiate avec la chose négative qui nous arrive. Et à cette occasion, je me suis replongé dans un sujet qui m'avait toujours intéressé auparavant, mais que j'avais plutôt survolé, qui est celui des expériences de mort imminente. Alors qu'est-ce qu'une EMI, expérience de mort imminente, ou NDE, Near Death Experience en anglais? Eh bien, c'est un état modifié de conscience qu'une personne accidentée ou revenue en tout cas d'un arrêt cardiaque raconte. Pas tout le monde évidemment, mais on dit qu'en gros 10% de la population semble vivre cette expérience absolument extraordinaire qui est d'arriver au seuil de la mort, d'entrevoir comme une sorte de tunnel noir au bout duquel arrive un petit point de lumière qui grandit et qui n'est pas uniquement une lumière mais une sorte d'amour vivant qui commence à interagir, à communiquer avec la personne qui la voit et veut la dissuader d'aller plus loin, de franchir le non-retour, parce que sa vie n'est pas finie, parce que l'heure dite n'est pas venue, enfin bref, il se produit un retour dans le corps physique. Et c'est une expérience qui marque ces personnes à vie, ce que ne ferait pas une prise de médicaments à la suite de soins. Par exemple, les médecins disent, voilà, effectivement, vous avez vu une grande lumière, mais c'est à cause des substances qu'on vous a injectées. Non, c'est pas imaginable que des médicaments produisent un bouleversement si radical chez quelqu'un qui lui fait quitter tous ses anciens systèmes de croyances,
qui fait même quitter sa profession, sa famille, divorcer, enfin, tout l'horizon de la personne se trouve bouleversé à la suite de cette expérience de mort imminente. Donc c'est un phénomène singulier, inexplicable, très troublant, que l'on retrouve à travers toutes les cultures, tous les âges, toutes les conditions, et qui suit le même schéma jusqu'à un certain point, c'est-à-dire le tunnel, la lumière, et à partir de là, se passe une expérience plutôt individuelle qui agit comme le miroir de chacun, en fait, où se reflète le système de croyance de la personne qui vit l'expérience. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse à cela. Il y a pas mal de gens qui en parlent de plus en plus, qui osent même se livrer après 20 ans de silence, de peur qu'on les ait pris pour des fous. Et beaucoup d'entre eux se sont fait interner en psychiatrie, confrontés à des médecins qui ne voulaient absolument pas les écouter et restaient sur un scientisme très matérialiste, comme il y en a un qui a dit tant que je ne trouverai pas l'âme au bout de mon bistouri, je n'y croirai pas. Ben voilà, on se confronte à un mur comme ça et c'est terrible. Alors c'était donc entendu, pour toutes ces raisons, personnelles comme générales, je me suis dit que le moment était venu que les NDE soient mon prochain sujet. Alors comme vous le savez, nous vivons une époque formidable où grâce à Internet, tout est accessible. Sur YouTube, il y a toutes sortes de témoignages, documentaires, enfin bref, l'information à ce titre est démultipliée. Donc j'ai passé bien, entre 6 mois, 9 mois, 1 an, je crois, et même ça continue encore, à me documenter, à écumer absolument tout ce qui était possible d'écumer sur le sujet, pour tenter de le digérer, déjà de le comprendre, de me faire un avis, de le digérer et de tout jeter pour songer à un scénario. Mais alors le problème qui se posait à moi était le suivant: comment parler des NDE? Comment parler de l'expérience de mort imminente? Est-ce qu'il fallait plutôt aller vers un ouvrage documentaire, comme c'est la mode en BD1, on a ça de plus en plus, les albums reportages, ou bien une fiction qui me permettrait en fait de faire à la fois du reportage et d'apporter aussi mon univers, ma patte, et de transmettre en fait beaucoup plus de choses. Donc bien sûr, j'ai opté pour la fiction et je me suis mis à élaborer à grand-peine, je dois le dire, parce que l'accouchement du scénario a pris entre 2 et 3 ans et très franchement ça m'était jamais arrivé. Donc à grand-peine, à d'abord, j'allais dire goupiller, parce que oui, c'était assez maladroit au début. Franchement, je me trouvais comme, imaginez quelqu'un qui est devant un énorme steak ou un plat très, on va dire plein de matière, voilà, un gros plat plein de matière, mais qui ne sait absolument pas ni comment le cuisiner, ni comment l'assaisonner, ni comment le manger. Enfin, je savais qu'il y avait là une matière extraordinaire, mais je me suis très vite senti démuni face à la manière de l'aborder. Pour 2 raisons. Parce que je savais très bien que le sujet n'était pas facile, que je risquais peut-être d'aller de manière trop frontale dans une caricature qui finalement ne toucherait personne, me ferait juste plaisir à moi. Et puis je risquais aussi d'aller sur une pente dangereuse qui est celle de la croyance. Or, mon but n'était pas ni de croire, ni d'affirmer quelque chose, mais plutôt de poser une question. Et à partir du moment où la question fut trouvée, la chose s'est débloquée. Alors, quelle a été la question? La question a été: à quoi ressemble en fait la vie de quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, qui dit l'avoir vécu? À quoi ressemble-t-elle cette vie après, cette portion qui reste, et dont chaque témoin dit
qu'elle se trouve bouleversée en fait, comme j'en ai parlé plus tôt. Donc cet axe m'a semblé intéressant, et là je pouvais effectivement rajouter, tourner autour de tous les ingrédients que j'avais déjà en tête pour le sujet. À cette époque, je travaillais encore sur les tomes 2 et 3 de Wotan et sur Versailles 1 et 2. Voilà. Et le week-end, ou en tout cas quand cela me prenait, je retournais évidemment sur ce petit projet que j'avais de côté et j'écrivais comme ça les séquences qui me passaient par la tête, mais ça restait, ça restait assez informe et j'avais vraiment l'impression d'une espèce de corde que je tenais, mais qui partait pourtant devant moi dans le noir, quoi. J'étais assez démuni. Bon, j'ai fini quand même, tout de même, après un an de bûchage, d'avoir 3-4 pages, 3-4 feuillets à présenter à un éditeur, à montrer. Donc j'ai choisi d'aller chez Futuropolis, Sébastien, pour lui soumettre le projet. Et alors, grand bien ou grand mal m'en a pris, je sais pas, mais enfin, Sébastien a tout de suite mis le doigt sur la chose et a dit, écoute, voilà, je te connais pour ce que tu fais, mais et si ça n'avait pas été toi, le projet, je l'aurais mis direct à la poubelle. Donc j'étais absolument pas sur la bonne voie. Alors merci Sébastien, parce qu'il m'a remis sur le bon aiguillage. Et en refondant mon approche totale, c'est-à-dire en allant plutôt vers un personnage qui souffre dans sa chair, à qui il arrive quelque chose, quelqu'un d'incarné qui se confronte à la vie. Voilà. Là, je suis grimpé dans le bon train et les choses ont commencé sérieusement. Alors, comment je m'y suis pris ? J'ai remarqué au Japon, pendant un des voyages au Japon, ces petits livres qu'on donne à l'entrée ou à la sortie des temples. En fait, ce sont des carnets tout blancs, en forme d'accordéon, et sur lesquels les pèlerins mettent un coup de tampon à chaque temple qu'ils visitent, comme ça. Donc c'est une espèce de, comme si on l'étend, ça fait une espèce de guirlande en accordéon, et en fait ce sont des pages. On tourne les pages, mais ça reste un bouquin en forme d'accordéon. Et je me suis dit, wow, j'ai changé de format en fait. Pour présenter mon projet, je vais plutôt aller sur un truc manuel, une approche d'école maternelle en fait. Donc je vais prendre du papier, du scotch, je vais prendre mes pinceaux, je vais faire l'album en fait. Je vais rentrer dans le film de l'album, et comme ça, si ça me plaît à moi, je pense que ça pourra plaire à quelqu'un d'autre, parce que j'aurai retranscrit ce que j'ai exactement en tête sur le papier. Donc je me suis débarrassé des lignes, des mots, du traitement de texte, des séquences, expliquer quel tel personnage, qui fait quoi, enfin bref, tout ça, poubelle. Et je me suis mis à esquisser le film de l'album. Exactement comme un album dessiné en esquisse, quoi. Page après page. Alors j'ai fait mon petit accordéon, qui est devenu moyen, puis après grand, très grand, parce qu'il a commencé à avoir 200 pages. Mais c'était très pratique, parce que je pouvais par exemple couper une séquence de pages qui étaient... donc je coupais le scotch et je rajoutais par-ci par-là, ou j'enlevais même 2-3 pages en trop, je rajoutais tel truc qui manquait là, enfin c'était extrêmement pratique. Donc cet objet a fini dans une boîte à chaussures, parce qu'il fallait bien le ranger quelque part, ça devenait comme un gros pavé de papier en fait. Et je me suis dirigé, une fois la chose prête, à la reproduction, à la photocopie, pour en faire trois copies, 3 exemplaires que j'allais successivement donner à Futuropolis, à Dupuis et à Glénat. Voilà. Il me semblait que c'était les 3 éditeurs qui pouvaient éventuellement être susceptibles de capter ce que je souhaitais dire à travers ce sujet difficile que sont les NDE, mais aussi qui connaissaient mon travail et accepteraient éventuellement de poursuivre sur un chemin un peu différent,
un roman graphique sur la vie après la vie. Bon. Et là, nous étions en mars 2016. Et je me souviens qu'à l'occasion de l'expo sur le facteur Kratophane, donc le dernier tome de Mardi Gras, à la Galerie Oblique, j'avais rendez-vous à Paris la veille, chez Futuro, pour les voir d'une part, et leur apporter ma boîte à chaussures. Alors, évidemment, Sébastien n'a pas pu lire le projet tout de suite, mais il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, qui sort un peu du cadre de ce que je vous raconte là. Eux avaient reçu le facteur Kratophane que je n'avais pas encore vu, et me l'ont mis entre les mains. Et nous avons un peu discuté de tout et de rien, et soudain, Claude Gendreau, qui était là aussi, me dit « Mais Eric, tu es occupé en ce moment ?» Je dis oui, enfin, je fais toujours deux projets en parallèle, donc, mais j'ai le temps, je viens de finir quelque chose. » Il me dit « Voilà, écoute, on a un projet qui a l'air de faire peur à tout le monde. C'est avec Gérard Mordia et Jérôme Prieur. Et ça s'appelle Le Suaire. Est-ce que ça t'intéresserait ? » Alors la chose marrante qui me vient à l'esprit de cette visite chez Futuro, c'est que je suis arrivé avec sous le bras un projet sur les expériences de mort imminente et j'en ressors avec un projet sur Le Suaire. Voilà, je reste dans le registre qui définit ma vie. En tout cas, la chose intéressante pour le scénario du corps est un vêtement que l'on quitte est quelque chose que j'ai pu vérifier aussi avec la collaboration et avec Gérard Mordia, qui m'a dit une chose essentielle et que je retiens toujours, que j'avais finalement appliqué avant de le connaître, mais qui a formulé en mots ce que je n'arrivais pas à définir, qui est, pour un scénario, il faut très souvent parler de quelque chose sans le dire. Et à mon sens, le sujet des NDE, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut éviter absolument d'aborder le sujet de façon documentaire et lassante et chiante, enfin bref, mais plutôt raconter une fiction, une histoire autour de ce sujet, qui va bien sûr en parler, mais qui va aussi parler de toute autre chose, de quelque chose d'humain, de quelque chose qui nous accroche, qui nous prend au cœur. Et donc, Dupuis a reçu aussi le projet. Je pense que ça rentrait pas dans leur corde, puisque eux ont quand même un catalogue jeunesse assez important et puis se sont rabattus un peu sur les séries dernièrement. Et c'est Glénat finalement qui est entré le plus en résonance avec ce que je leur apportais. Franck Marguin chez Glénat, avec qui j'ai travaillé sur quelques albums auparavant. Et ma foi, c'est tout ce que je demandais, c'est, soulever un peu l'enthousiasme de quelqu'un et que cette personne me dise « Ah, bon, c'est un projet qui n'est pas facile, que j'ai lu plusieurs fois pour bien le comprendre, mais voilà, c'est peut-être un des bouquins les plus importants de ta vie, donc on va le faire. » Et c'est ce que Franck m'a dit. Alors, l'histoire, je vais essayer de vous la résumer très succinctement. Donc, c'est l'histoire de Julien, un jeune de 18-19 ans, passionné de rugby, qui entend même faire carrière dans ce sport et qui, au cours d'un match, se blesse à un terrible accident qui lui provoque une expérience de mort imminente. Un accident qui doit lui faire renoncer à la carrière qu'il envisageait. Et au cours de cette expérience, Julien ramène aussi les indices d'un terrible secret de famille que son père, Lionel, qui est neurologue à l'hôpital où Julien se fait soigner, que son père donc tentait de dissimuler à toute la famille depuis des années. Un meurtre, celui de son frère schizophrène, alors que Julien était enfant à 2 ans. Alors c'était ça la solution, c'était de se rabattre plutôt sur une histoire humaine, raconter aussi l'expérience de mort imminente, mais sans le dire, à travers toutes les conséquences qu'elle occasionne, et le prisme du secret de famille, du pourrissement que cela provoque dans les relations entre les gens, ce tsunami qu'on essaie de ranger sous le tapis, mais qui revient toujours plus fort comme une vague irrépressible
qui surprendra et qui engloutira tout le monde au final. Voilà, c'était l'idée intéressante qui m'a semblé vraiment intéressante pour relier à cette expérience singulière qui est l'état modifié de conscience, l'expérience de mort imminente, qui peut aussi, comme c'est arrivé dans certains témoignages que j'ai entendus, révéler des secrets. Des secrets de famille que des vivants coupables ou mal intentionnés pensaient enterrer à jamais et qui reviennent comme ça par la petite porte. C'est passionnant. Alors, le projet a plusieurs unités de lieu. Bordeaux d'abord, parce que c'est ma ville, que je la connais bien, que je l'aime, que je la trouve évidemment très belle, comme elle a été refaite. Toute nettoyée, toute avec cette belle pierre d'Aquitaine blonde. Et un lieu dans Bordeaux qui est le Miroir d'eau, un lieu un peu symbolique pour moi, et que j'ai choisi de faire figurer sur la couverture du livre. Ce Miroir d'eau, c'est un endroit où en été les enfants, les familles s'amusent parce que je crois à l'intervalle d'un quart d'heure ou de 10 minutes à chaque fois, ils se couvrent d'eau, une espèce de couche de 2 cm comme ça, et si on se met à hauteur du sol, si on met ses yeux à hauteur du sol, ça fait carrément un miroir où se reflètent les gens. Alors je l'ai très très souvent pris en photo, ce miroir d'eau, et quand on retourne la photo, et bien évidemment on a la métaphore de l'au-delà, c'est-à-dire que les gens, le reflet des gens dans l'eau figure en fait leur double astral, leur double éthérique peut-être, dans un autre monde ou dans une dimension voisine. Donc ça m'a évidemment tout à fait inspiré pour la couverture, et aussi pour certaines séquences dans l'album qui se passent entre Julien et une entité qui s'appelle Julia, et qui le suit, parce que Julien, dans l'histoire, suite à son EMI, a développé certaines facultés médiumniques qui le perturbent franchement, et il commence à interagir avec des entités qui veulent, qui veulent son aide. Alors travailler sur une ville que je connais bien, c'est très pratique parce qu'en un coup de vélo, je peux être dans le centre et faire mes repérages photos en fonction des séquences que je suis en train de dessiner, et d'adapter en fait toutes mes sources de documentation très vite, sans problème, et disposer comme ça d'un matériel où sur le terrain, je peux déjà envisager ce qui va se passer en me disant là où je vais mettre tel personnage à tel endroit de la ville, il va se passer ceci, cela, la nuit, le jour, enfin bref. C'est pour moi un terrain de jeu extra, en tout cas d'agir dans un endroit que je connais bien et de le considérer comme une espèce de matière que je peux pétrir comme ça et transcrire dans mes pages. Ça a été la même chose pour Paris, puisqu'il y a aussi une séquence de l'album qui se passe à Paris. On retourne au Louvre, un endroit que j'avais déjà abordé dans les Heures impaires. Et pareil, donc j'y vais avec mon appareil photo et je fais exactement le même genre de démarche, c'est-à-dire que je vais sur les lieux, je cherche l'hôtel où un tel va descendre, je consigne tout cela très précisément avec des prises de vue, si bien qu'une fois rentré, après je dispose de suffisamment d'angles, de choses réalistes pour commencer à élaborer ma page et à y inscrire aussi les personnages après dans les décors. Donc c'est une façon, je dirais, de vivre l'histoire dans un premier temps, mais de la vivre presque comme un acteur, j'oserais dire. Il y a une séquence à Montmartre où on voit Sabine danser sur des murets. J'ai vu des personnes faire ça et je me suis dit, tiens, ça pourrait être elle en train de faire la clown, alors que Julien la prend en photo. Il y a comme ça des séquences qui naissent de petites choses au hasard de ce qu'on en observe et qui restent, qui ont l'air anodines mais qui nourrissent l'histoire parce qu'elles veulent dire. Et évidemment, cette scène où Sabine danse sur les murets,
ça nous mène à quoi? À l'histoire d'amour qui va évidemment naître entre eux deux et qui va concerner toute la suite de l'album avec l'Inde, puisque Julien, à un moment donné, à la suite d'une bagarre avec son père, un passage un peu tabou qui a été un petit peu difficile à dessiner de par sa nature, Julien va ensuite disparaître de l'histoire. Et c'est Sabine qui va prendre le relais pour le retrouver lui et emmener Lionel, en gros, demander le pardon de son fils. Donc, l'Inde, chose qui, je pense, a aussi intéressé Franck, et à ce niveau, il a émis un avis capital pour l'album qui a été, voilà, on le fait en noir et blanc, d'accord, mais pourquoi est-ce que, au stade où on arrive à la période indienne, pourquoi est-ce qu'on ne basculerait pas en couleur dans l'album? Et moi j'ai dit, ah ouais, c'est pas une mauvaise idée, parce que finalement on change totalement d'ambiance, on change évidemment de lieu, on entre dans une autre dimension du récit qui est un retournement comme ça. On est presque dans le voyage initiatique pour tout le monde, c'est-à-dire Julien en tâche de fond, on va dire. On sait qu'il est parti en Inde, on sait qu'il vit quelque chose d'initiatique. Et là se rajoutent deux autres personnages qui vont le rejoindre, qui vont aussi faire leur voyage initiatique à leur façon, Lionel et Sabine. Et donc il fallait un changement radical visuel. Et l'Inde, qu'est-ce que c'est? L'Inde, c'est l'empire des sens, c'est le pays des sens, des couleurs, des saveurs, des odeurs, de toutes les, j'allais dire des outrances des sens, mais non, c'est pas, il n'y a rien de désagréable là-dedans, l'outrance. Et pourquoi pas l'outrance? Après tout, c'est ce qui est intéressant de représenter dans les pages l'outrance. Donc je me suis dit, allons-y pour la couleur. Mais il fallait pour cela trouver une forme, une façon de représenter l'Inde qui soit différente de ce que j'avais pu faire en couleur dans les albums précédents, que ce soit dans les Corsaires au travers du numérique ou alors dans Wotan au travers de l'aquarelle. Et depuis très longtemps, il y avait un matériau qui me fascine et que j'ai pu voir chez différents peintres, chez différents dessinateurs, qui est le pastel. Alors, utiliser le pastel, qu'est-ce que c'est? C'est jouer avec la lumière. Et dans le cas des scènes indiennes, le pastel s'est révélé tout à fait adéquat, puisque lorsqu'on passe du pastel au coton sur un papier, on fait des fusions de teintes comme ça très intéressantes, très souples, des transitions de couleurs absolument magnifiques. Et ça pouvait tout à fait fonctionner pour les fonds des pages, parce que Bénarès, qu'est-ce que c'est? C'est une ville qui est au bord du Gange. Et le Gange, c'est pratiquement comme le ciel. Le ciel se reflète dans le Gange et vice-versa. On aurait envie de dire. Donc tous les documents que j'ai pu voir sur Bénarès, c'était des documents de lumière absolument incroyables. Et donc la gageure, c'était de reproduire, de retranscrire ces ambiances dans mes pages. Donc je me suis appesanti sur cette façon de faire, essayer de développer une technique nouvelle qui était de passer des fonds de pastel tout d'abord sur les pages ancrées, ensuite venir avec les aquarelles et les acryliques pour faire les couleurs des personnages, des lieux, des objets. Ensuite apporter une petite finition au crayon de couleur, des rehaussements comme ça par-ci par-là pour compléter ce qui avait déjà été fait à l'aquarelle, et enfin terminer avec des crayons à la cire, comme ce qu'on utilisait encore une fois en maternelle, et que j'aime bien utiliser quelquefois parce que ça rajoute un grain, une matière que les crayons de couleur n'ont pas, évidemment l'aquarelle non plus. Donc voilà, c'était une sorte de recette élaborée à partir de 4 phases comme ça, et qui a fonctionné sur la période indienne de tout l'album. Et qui, moi, m'a complètement transporté, parce que c'est une section de l'album que j'ai fait d'un trait, d'ailleurs, pour vous dire. Donc cet album compte 200 pages, mais il a été fractionné avec des arrêts de 6 mois, quelquefois 1 an. Donc il a mis un sacré temps à se faire. Mais par contre, la période indienne a été faite d'une traite, entre, on va dire,
octobre-novembre 2019 jusqu'à février 2000. Enfin, ouais, j'ai terminé l'album en février 2020. Donc, en 3-4 mois, je me suis immergé complètement dans cette section et j'ai tout fini d'un coup. Bien sûr, j'aurais adoré pouvoir faire le voyage et aller là-bas et faire mes repérages, mes petits repérages comme j'avais fait à Paris et Bordeaux. Mais bon, ça n'a pas été... voilà, l'époque n'était pas au voyage, évidemment, et j'ai essayé de glaner tout ce que je pouvais par rapport à Internet et pour le coup m'approprier en fait les documentaires que j'ai vus, les photos des autres, en gros à ma sauce. Mais je peux dire qu'avec l'Inde, j'ai ressenti quelque chose d'absolument unique que je n'avais jamais ressenti auparavant dans le fait de dessiner la couleur d'un pays. Je crois que c'est le pays que j'aime le plus mettre en couleur en fait. Et pourquoi pas dessiner aussi parce que il y a des tas de choses incroyables, les animaux, les temples, les sadhus, et cette idée vient d'un petit livre que m'avait offert mon fils aîné, Egon. Il m'avait offert un bouquin sur les sadhus aghori. Alors qu'est-ce que c'est les sadhus aghori? Ce sont des... Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un sadhu? Vous savez, c'est ce qu'on appelle communément chez nous le fakir, c'est le gars, l'espèce de religieux, un peu clochard comme on le voit, mais qui a une particularité. Alors il y a un sadhu qui passe sa vie avec un bras en l'air. En fait, ils s'infligent eux-mêmes des choses comme ça, ce ne sont pas des rituels, mais enfin ce sont des particularités qui ont évidemment une dimension religieuse, voire spirituelle, plutôt spirituelle, et qu'ils appliquent comme ça toute leur vie. Alors il y en a un qui va se laisser pousser les ongles toute sa vie, alors ça fait des espèces de branchages au bout de ses doigts, il ne peut plus rien faire. Certains restent en position de lotus toute leur vie, un autre gars resté avec un bras en l'air toute sa vie, si bien que c'est complètement calcifié, il ne peut plus revenir en arrière, enfin c'est tout à fait hallucinant, quoi. Et donc les sadhus aghori, c'est une secte parmi la caste des sadhus, et les aghori sont ceux qui en fait refusent la dualité, c'est-à-dire qu'il y ait le bien ou le mal. Pour eux, tout se vaut. Et donc, tout ce qui est tabou, eh ben, ils le font pour désacraliser en fait le côté tabou de ce qu'ils considèrent. Par exemple, ils vont manger les cadavres, ils vont faire des choses absolument abominables, mais pour eux, ça a une dimension spirituelle qui est de rentrer dans la non-dualité. Et dans l'hindouisme, on retrouve cette dimension qui est de supprimer la dualité, de rentrer dans, un espace spirituel où il n'y ait plus ni de bien ni de mal, mais juste la paix. Et c'est ce que les sadhus aghori se réclament de faire en faisant toutes ces choses répugnantes. Donc oui, j'ai trouvé ça évidemment tout à fait intéressant et le petit hommage que j'ai rendu à Egon de m'avoir donné cette idée, c'est que je l'ai fait figurer en sadhu aghori dans l'album, et c'est le sadhu bleu qui reçoit Julien et Sabine vers la fin de l'album, alors que l'enterrement de Lionel se prépare. Voilà, pour spoiler un peu la fin de l'ouvrage. Bon, il y aurait encore 1000 choses à dire évidemment sur l'album, mais j'espère déjà avoir bien répondu aux questions que vous m'aviez posées au fil des mois qui ont précédé et qui m'ont vraiment fait très plaisir, parce que c'est aussi le moyen de voir que mon travail vous touche et vous questionne. Maintenant, le sujet, vous le connaissez, j'en ai parlé, les NDE, je ne prétends à apporter aucune réponse à rien du tout, mais à susciter peut-être une réflexion qui ne soit pas uniquement celle du monde matériel dans lequel on vit, et voilà, de considérer que peut-être, la vie ne s'arrête pas avec le passage que figure la mort. En tout cas, en Inde, ils n'ont pas l'air de le croire, et ça me plaît.
Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'on se reverra bientôt, très vite, sans masque, sans distance sociale, sans je ne sais quoi, dans les dédicaces, les festivals que je pourrais faire à l'avenir, si le monde nous permet de le faire encore, parce que nous traversons vraiment une période complètement folle. Enfin bref, quelque chose, une sorte de dystopie là dont aucun éditeur ne voudrait. Je pense que si on venait avec un scénario comme ça qui dépeint cette réalité, il nous dirait non, ça n'a aucun sens, ça ne peut pas exister. Eh ben si, nous y sommes, voilà. Écoutez, portez-vous bien, à très vite, à très bientôt. Encore merci pour tous vos commentaires et vos encouragements sur mon travail. Je vous dis à très vite, salut.